Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie d'accueillir Marie-Hélène Minguet. D'ailleurs, c'est Marie-Hélène qui nous accueille, très honnêtement. Marie-Hélène, vous êtes maire de Saint-Genis-Laval, qui est une commune de la métropole de Lyon. Et vous nous accueillez aujourd'hui pour ce Café des Lyonnes dans votre bureau, à la mairie. Dans mon bureau, à la mairie, et ravie et très belle année à toutes et tous. Et très belle année aux Lyonnes. Exactement, c'est encore le cas de le dire. Alors, vous êtes bien engagée depuis le début, parce que vous suivez l'épopée de l'équipe des Lyonnes depuis le début. Et j'avais envie de vous inviter pour vous entendre justement sur le sujet de l'engagement des femmes dans le débat public et dans la vie politique, dans la vie de la cité. Précisément, vous allez nous expliquer votre parcours et puis les fonctions que vous occupez actuellement. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur le sujet de départ. Est-ce que vous avez l'impression d'être une femme engagée ? Oui, je pense être une femme engagée. D'ailleurs, être maire, c'est être engagée et occuper cette fonction, c'est aussi une preuve, finalement, une continuité de mes engagements antérieurs. Alors oui, l'engagement chez vous, il s'est manifesté dans plein d'aspects de votre vie professionnelle, personnelle et aujourd'hui un mandat. C'est pas nouveau l'engagement chez vous? Non, c'est pas nouveau. Depuis toute jeune, j'ai toujours été engagée en tant qu'étudiante et puis après aussi dans mon parcours à la fois professionnel et personnel, dans des associations. Et c'est ce qui m'a menée petit à petit jusqu'à des fonctions telles que celles que j'occupe aujourd'hui. Ça vous apporte quoi d'être engagée? Pour vous, c'est important? Pour quelles raisons? En fait, ce qui est important, et c'est ce qui nourrit aussi dans l'engagement, c'est de dépasser sa propre personne et de le faire pour les autres, voilà, d'essayer de servir aujourd'hui les habitants, mais autrefois dans d'autres fonctions associatives, de servir des buts associatifs. Et c'est ça qui m'anime, en fait, c'est dépasser son cas personnel. Et vous pensez que les femmes, aujourd'hui, il leur manque quelque chose pour s'inscrire davantage dans le débat public? Je pense qu'elles ont les capacités. Donc déjà, il ne leur manque pas les capacités, ni la motivation. Après, des fois, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre qu'il faut percer. Et c'est être persuadé qu'on a cette capacité, en fait. Ce n'est pas ne pas avoir les capacités, mais être persuadé qu'on les a et ne pas avoir peur aussi d'y aller. Oser. Et vous pensez que c'est dû à quoi la façon dont on s'engage dans la vie publique? Est-ce que c'est lié à son parcours, à son éducation? Est-ce que c'est des choses qu'on peut apprendre au fur et à mesure? Je pense qu'il y a aussi des rencontres qu'on fait qui peuvent nous donner envie, certaines choses qui vous arrivent aussi personnellement. Donc voilà, c'est moi je crois une forme des fois de coïncidence qui s'enchaîne. Et puis quand même toujours cheviller, je pense, l'envie aussi de faire quelque chose pour les autres. Oui, ça c'est un marqueur qui revient. C'est quand même ce qui revient dans les engagements et associatifs ou professionnels et forcément dans les questions d'engagement politique. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes donc maire, je le disais tout à l'heure. Première femme maire de Saint-Genis. Première femme maire de Saint-Genis-Laval. Quel a été le moteur pour vous inscrire dans ce mandat? Est-ce que c'est une volonté de prendre votre part au débat public, justement? Tout à fait. Je dirais que déjà, c'est aussi une continuité, puisque j'avais déjà occupé des fonctions électives. Après, on ne se réveille pas un matin en se disant je vais être maire de Saint-Genis-Laval, parce qu'en fait, on ne devient pas maire tout seul. D'accord. On a aussi une équipe, et même après, on est maire, mais effectivement, autour de soi, on a une équipe. Et ça, c'est très important pour moi aussi, cette notion de collectif. Et mes fonctions électives m'avaient donné envie de m'engager dans la vie publique, m'avait donné aussi l'opportunité de le faire. Et finalement, être maire, c'est arrivé à un moment donné où l'équipe dans laquelle j'étais, je ne m'y reconnaissais pas vraiment et j'avais envie de proposer un autre projet. Et puis voilà, il y a des personnes qui se sont agrégées autour de moi et on a construit ensemble un projet et on a eu envie de le porter devant les habitants et aujourd'hui de le défendre et de l'exécuter. Et alors, est-ce que c'est pas trop difficile de devenir maire d'une commune quand on est une femme? Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme que quand on est un homme, à votre avis? Alors, je pense qu'on se pose la question de la compétence, même si on sait qu'on les a. Après, c'était des fois plus dans le regard des autres. On me disait, mais ça va jamais marcher. Et puis, je me suis dit, et alors finalement, là, nous, on était persuadés avec mon équipe qu'on avait un projet
qui était intéressant. On avait beaucoup de motivation pour le faire, pour le défendre. Donc, je me suis dit, bah voilà, on va le proposer. Est-ce qu'on va rencontrer notre public ou pas? Ça, on le saura. Finalement, ce qu'il ne faut pas, c'est s'interdire d'essayer. Oui, vous êtes jeté à l'eau. Voilà, je me suis dit, je me suis jetée à l'eau. Et ce qui m'a un peu, finalement, le déclic, ça a été un moment donné où dans ma vie personnelle, mon mari a eu un souci de santé et je me suis dit, finalement, la vie est courte et fais ce que tu as envie de faire, va jusqu'au bout de tes rêves, quelque part. Et puis, finalement, c'est pas grave d'échouer. Oui, c'est vrai. Si je n'avais pas été élue, ça ne remettait ni en cause ni ce que je suis, ni ce que j'ai fait dans la vie. Voilà, ça m'ouvrait peut-être d'autres perspectives. Et je me suis dit, bah vas-y, essaye. De toute façon, si tu n'essayes pas, tu ne le seras pas, mère. Donc, si tu as envie, savoir avant d'essayer. Vas-y, essaye. Et je crois aussi que ça, c'est très important de franchir ce cap-là, de se dire, bah oui, on a envie de le faire, donc on y va et on casse le plafond de verre. Alors, on va essayer de remonter un petit peu le parcours et de regarder un petit peu comment vous êtes arrivée à aujourd'hui cette fonction de mère. Quand vous étiez petite, vous rêviez à quoi, plus grande? Alors, à 6 ans, d'ailleurs, ça faisait beaucoup rire mes parents, je rêvais d'être majorette. Ah oui, d'accord, ok, on était dans le cliché. Dans le cliché total. Après longtemps, j'ai voulu être volcanologue et j'ai collectionné des tonnes de livres sur la volcanologie. J'allais à des conférences. Tous mes livres étaient dédicacés par Haroun Tazieff, qui à l'époque était une star de la volcanologie. Et puis, en fait, j'ai découvert au collège que je n'aimais absolument pas la géologie et que finalement, j'étais peut-être plus faite pour la rencontre que pour les pierres. Donc voilà, exit. Et puis après, un parcours un peu classique d'une élève plutôt bonne élève, on va dire. Et donc, une école de commerce. Et puis voilà, après, je suis partie dans la vie active. D'accord. Avec des nombreux rebondissements, parce qu'en fait, j'ai une carrière assez... pas discontinue, mais avec des changements de cap, en fait. À chaque fois que quelque part, j'ai senti que j'étais plus totalement à ma place, j'ai eu envie de me dire, finalement, qu'est-ce que tu aimerais faire et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour y arriver. Ok. Ça, c'est vraiment ce qui me... Donc, ça veut dire que mon fil rouge. Votre moteur, c'était quand même de vous dire que tout était possible, tout était accessible. Il n'y a pas de choses impossibles, il n'y a pas de sujet de carrière tabou, Non, je crois pas m'avoir fixé des limites. Après, je pense aussi que c'est dû à mon éducation. Et ma mère travaillait. On m'a toujours incité aussi à travailler, à donner le meilleur de moi-même. Et puis aussi, on m'a toujours fait confiance. Et on m'a toujours dit que j'étais capable. Ouais, donc ça, je pense aussi que c'est très, très important. Parce que finalement, c'est des choses qui se construisent dès l'enfance et qui vous poursuivent après. Votre premier job, c'était quoi? J'ai été commerciale dans un grand groupe de l'agroalimentaire et où j'ai connu, je dirais, ma première déconvenue en tant que femme. Où finalement, c'est là où j'ai compris, parce que quand on fait une école de commerce, je dirais qu'il n'y avait pas du tout cette séparation fille-garçon. Au contraire, on nous ouvre vraiment le champ des possibles. Et en fait, à la naissance de mon premier enfant, j'ai demandé un 80%. Et là, j'ai été vraiment blacklistée complètement dans mon entreprise. Et à l'époque, pour l'anecdote, parce que je pense que ça peut faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, le directeur commercial France, une entreprise de 10 000 salariés, je précise, est venu me voir et m'a dit, vous savez, chez nous, madame, même les secrétaires ne travaillent pas à temps partiel. Donc déjà, ça donnait une image assez globale sur ce qu'on peut penser des femmes, que ce soit des secrétaires ou autres. Et voilà. Et finalement, c'est une claque, parce que jusqu'à maintenant, j'avais toujours eu un petit côté première de la classe. Tout le monde est content de moi, je suis ravie. Et finalement, je me suis dit, mais du jour au lendemain, l'attitude de l'entreprise a beaucoup changé par rapport à moi. Et je me suis dit, mon travail n'a pas changé, il est toujours le même. Je suis toujours la même personne avec ses qualités, ses défauts, mais mon investissement est toujours intact. Donc finalement, en fait, c'est le regard des autres sur moi qui change, mais ce n'est pas moi. Et ça, c'est très important. Donc je me suis dit, voilà, ça ne me correspond plus. Du coup, j'ai travaillé en parallèle de mon travail et de mon enfant. Donc j'ai repris en fait des études par le CNED et j'ai passé le concours de professeur des écoles.
Ah oui, ok, d'accord. Donc, changement de cap. Changement de cap radical. Donc, j'ai fait 10 ans de professorat. J'aimais beaucoup ce métier. Ça m'a permis aussi d'avoir des enfants d'une manière plus sereine, où il y avait moins ce regard négatif aussi sur la maternité et la perte de temps lié à la grossesse et aux premiers mois des enfants. Et puis là aussi, en fait, assez vite, j'ai trouvé un peu des limites en sens où j'aimais beaucoup mon métier, mais ce qui me manquait, c'était le côté collectif. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, c'est vrai que la notion d'équipe, de travailler en relation avec d'autres, pour moi, c'est très important. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est pas exactement ce qui me convient. Donc, j'ai demandé une disponibilité. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai rencontré celui qui m'a permis d'entrer en politique. Ah oui, donc votre parcours professionnel a été quand même ponctué de changements assez forts. Ces changements, ils ont été motivés par des rencontres, par des envies profondes que vous aviez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment bouleversé votre parcours, qui vous ont inspiré? Ça, clairement, par exemple, en 2007, quand j'ai rencontré l'ancien maire qui m'avait proposé d'intégrer son équipe, ça a été vraiment une opportunité parce qu'en fait, je m'étais donné 1 an de disponibilité pour réfléchir à un autre projet professionnel et finalement, ça m'a un peu catapulté dans un autre monde que je ne connaissais pas encore. L'engagement, je connaissais, l'engagement associatif. J'étais déjà bénévole dans plusieurs associations, les scouts. Aussi, je faisais de l'apprentissage du français dans une maison de quartier. Donc, le bénévolat, je connaissais, mais l'engagement au niveau d'une commune, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que j'ai participé à la campagne. Comme j'ai un côté enthousiasme, j'étais très, très impliquée, très motivée. Mais c'est vrai que le jour où on vous dit finalement, tu es adjointe, il n'y a pas d'école d'adjoint. Oui, et donc, vous dites, maintenant, je vais découvrir aussi autre chose, une nouvelle fonction. Et ça m'a passionnée. Donc, j'étais adjointe en charge des solidarités et des personnes âgées. Et notamment, tout ce qui est question de la personne âgée m'a passionnée, ça a été un déclic. Et du coup, ça a engendré d'autres changements par la suite, puisqu'après, j'ai repris des études aussi pendant mon mandat de conseillère métropolitaine à l'IFRO, c'est où j'ai passé un master 2 en gestion de risque qualité sur tout ce qui est la gestion des organisations sanitaires et sociales. Voilà, pour aller après travailler en EHPAD. Donc un nouveau comment vous trouvez toute cette énergie? Je vais vous dire parce que même moi ça m'impressionne. Vous avez 4 enfants, je 4 enfants. Tout à l'heure. Un job, vous changez de job en apprenant, si je comprends, à chaque fois en vous formant à des choses nouvelles. J'adore apprendre en fait. D'accord. J'ai toujours aimé apprendre. J'adore les nouvelles choses. Mais vous trouvez du temps aussi pour vous engager dans des secteurs associatifs, mais comment vous faites pour gérer tout ça? Alors, comment je fais déjà? Est-ce que vous voyez encore votre mari? Oui. Il me demande. Alors, il a à ses yeux, pas assez, mais. J'imagine. D'ailleurs, d'abord, effectivement, mais blague à part, j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir effectivement un mari qui m'aide beaucoup aussi à la maison. Donc, quand on parle de la place des femmes, c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui vous aide. J'ai des enfants aussi plutôt autonomes et qui marchent bien aussi, pour lequel le temps que je leur consacre, même s'il n'est pas forcément suffisant à leurs yeux, est quand même important. Et il y a des moments aussi où je fais des pauses, en fait. C'est vrai que je suis très investie, je travaille beaucoup, mais je m'impose aussi des règles. Passer le dimanche, par exemple, en famille. D'accord. Avoir des moments aussi avec seulement mes enfants ou mon mari. Ça veut dire quand même que cet engagement, il est moteur pour vous dans votre vie. Oui. En fait, j'ai besoin de ça aussi. Parce que je me suis posé cette question, en fait. Si à un moment donné, vous dites, mais pourquoi je fais tout ça? En fait, je pourrais aussi avoir juste mon travail, voir plus mes amis, avoir plus de loisirs. Mais en fait, ça m'intéresse plus de faire des choses pour les autres que de passer des moments que pour moi. En fait. Voilà. Et alors, quand vous avez, vous êtes dirigé, en tout cas, vous avez souhaité vous investir dans la vie locale, c'est des rencontres, c'est des gens qui sont venus vous chercher. C'était pas une envie que vous aviez de vous investir dans la vie politique?
Non, c'était pas. Alors, j'ai toujours été intéressée par la politique, mais en fait, oui, c'est une rencontre fortuite. En fait, comme j'étais engagée dans beaucoup d'associations et que mes enfants aussi faisaient partie de la vie de la cité, donc j'avais été amenée à rencontrer le maire de l'époque. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, oui. Puis, hop, voilà, c'était parti. Donc oui, c'est vraiment des rencontres. Pas de regret aujourd'hui? Non. Pas de regret. Après, c'est vrai que c'est très intense. C'est aussi, je pense que la chose nouvelle que j'ai appris en étant mère, que je n'avais pas apprise dans mes fonctions auparavant, c'est aussi quand même la solitude du dirigeant. Ouais. Et même si on est entouré par une équipe, même si on est très épaulé, il y a un moment, il y a une forme de solitude et de responsabilité, en fait, qui est assez forte. C'est difficile d'œuvrer comme élu local, comme maire dans le débat public, de prendre des positions, de défendre des projets. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Non, je pense pas que ça soit difficile de défendre des projets. Ce qui est parfois difficile, c'est de prendre le temps de la complexité, le temps de l'explication, du débat, de la contradiction. Voilà, alors qu'on nous demande souvent des réponses très rapides. Et voilà, moi j'aime bien aussi qu'on puisse échanger. C'est vrai que l'intérêt, c'est que par exemple j'ai une équipe qui est plurielle. Donc au début on me disait voilà, ça va jamais marcher. Des élus avec des avis politiques parfois très différents. Mais finalement, en fait, c'est au-delà des différences, il faut chercher qu'est-ce qui nous unit. Et je pense que cette notion d'unité, elle est vraiment très importante. Nous, on est unis autour d'un projet. On a construit ce projet ensemble. On le porte ensemble. Les difficultés, on les affronte ensemble. Donc voilà, c'est aussi ce qui est très chouette dans cette aventure. Et je pense que voilà, le temps du temps, de la pédagogie, de la réflexion aussi, il est important, même si à un moment donné, ce que je disais, voilà, il faut trancher aussi et il faut être ferme et y aller, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité, en tout cas, est-ce que le fait d'être une femme apporte quelque chose de particulier dans le débat public? Alors, le fait qu'on soit et des femmes et des hommes apporte effectivement, comme je vous le disais, il faut aussi cultiver c'est la mixité nos qui est différences, voilà, la mixité, être une femme particulièrement, je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme qui apporte. C'est aussi d'avoir des points de vue différents. Et forcément, en tant que femme, on a aussi nos particularités. Est-ce qu'on a un regard spécifique, je ne sais pas, sur la ville, sur l'aménagement de la ville? Est-ce qu'on regarde les choses différemment? Alors ça, moi, je pense effectivement que au-delà du caractère, voilà, les femmes, je pense qu'on est très attachées à l'humain, à la relation. Et nous, c'était vraiment notre mantra de campagne. Le slogan, c'était créer du lien. Et pour moi, c'est très important. Au-delà de la construction des bâtiments, ce qui est important, c'est la circulation des personnes. Qu'est-ce qui va s'y faire, les relations qui vont s'y nouer. Et ça, je pense que c'est aussi peut-être le côté féminin, mais que certains hommes ont, c'est leur côté féminin. C'est le lien, la relation. Et du coup, dans le cadre de votre mandat de maire actuel, je sais que vous mettez en place beaucoup de choses pour associer, on va dire, les citoyens à la prise de décision publique. Les femmes que vous rencontrez qui s'investissent, je ne sais pas, dans des conseils de quartier ou dans des commissions consultatives, qu'est-ce que vous leur dites? Ou est-ce que vous leur dites quelque chose de particulier? Est-ce que vous les incitez à venir s'impliquer, s'intéresser à la vie de la cité, ou est-ce que ça se fait naturellement? Comment ça se passe? Alors, effectivement, il y a des femmes. Il y a une association qui est venue me trouver, par exemple, qui s'appelle l'Air des femmes et qui travaille aussi sur cette place de la femme et un peu spécifique. Après, je dirais c'est plus aux jeunes que j'ai envie de m'adresser, aux très, très jeunes filles, et notamment au conseil municipal des enfants. Je vois beaucoup de petites filles qui ont très envie aussi, et je leur dis, ne vous mettez pas de limites. Voilà, osez faire ce que vous avez envie de faire, que ce soit ici ou à l'école plus tard, dans le domaine du sport, qui est quand même un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je pense que c'est ça, c'est oser, et ce que j'ai envie de dire aux femmes en général. Oui, ça commence par là. Et je crois que vous avez des sources d'inspiration, notamment dans le sport, sur ces sujets-là. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup l'exemple de Catherine Switzer, qui est la première femme à avoir couru un marathon enregistré en tant que femme.
Donc, c'était en 1967. En plus, un petit clin d'œil, c'est l'année de ma naissance. Donc, premier marathon à Boston. Et finalement, on se dit, c'est pas si loin. Ouais. Et voilà, quel chemin aussi déjà parcouru, en fait. Donc, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Elle a pu courir. Alors, elle a pu courir, mais il faut savoir qu'à l'époque, la course à pied n'était pas autorisée en longue distance pour les femmes, parce qu'on pensait que voilà, il y avait des tas de rumeurs qui couraient sur le fait que vous pourriez pas avoir d'enfants, voilà. C'était pas bon pour votre physique, etc. Et cette femme donc a pu s'enregistrer, voilà, en mettant juste ses initiales de prénom. Donc on a pensé qu'elle était un homme et elle a pu courir. Et en fait, voilà, elle a montré que c'était possible de courir et en fait, elle a ouvert aussi une brèche. Donc c'est très bien raconté dans le film Free to Run et c'est souvent un petit hashtag que je prends justement en clin d'œil quand je cours pour voilà, parce que à chaque fois que je cours, finalement que je fais une course, je me dis finalement c'est aussi grâce à des femmes comme elle qu'aujourd'hui on peut courir sans être ostracisé et qu'on trouve ça tout à fait normal sur une course qui est au départ des hommes et des femmes sur la même ligne de départ et que ça pose pas un souci. Ça nous paraît normal, mais il faut voir aussi avant tout ce qui s'est passé pour arriver à ça. Et pour moi, vraiment, cette femme, c'est un bel exemple, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant, en préparant cette émission, c'était de se dire que finalement, on est tous sur la ligne de départ et on se pose pas la question de savoir si on va courir ou pas, alors que malgré tout, il y en a forcément qui vont arriver devant nous. Voilà. Et alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la course à pied. C'est une forme d'humilité aussi. Hein. Moi, je suis pas du tout une championne. Et j'aime l'idée, en fait, qu'on soit sur la même ligne de départ, qu'on soit une élite, hein, quelqu'un qui fait des performances et qui vit de la course à pied, que finalement, une personne comme moi qui le fait plus par plaisir et qui sera plutôt à la queue du peloton. Et c'est pas un problème, en fait. Ça, je trouve que dans la course à pied, il y a vraiment quelque chose, justement, quand tu parlais de la création du lien, qui est vraiment dans le lien et où finalement l'égalité femmes-hommes, elle est très perceptible. Oui, quels que soient les résultats. Voilà. Et alors, les femmes qui nous écoutent, celles qui auraient envie de suivre votre exemple et de se dire, tiens, moi aussi, j'aimerais bien m'engager en politique, mais là, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil aujourd'hui? Moi, je leur dirais déjà qu'elles ne se posent pas la question de se dire si c'est trop compliqué, de se dire finalement qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire, que ce soit au niveau de son quartier ou au niveau de sa ville, voire plus loin, pourquoi pas au niveau national. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie de porter en fait. Souvent les femmes aussi, elles ont des idées et voilà. Et on trouve des solutions en marchant. Est-ce qu'il faut qu'elles aillent pousser la porte de leur mairie? Est-ce qu'il faut qu'elles aillent s'engager dans des associations? Alors, comme vous l'avez dit, nous, on a beaucoup de manières de s'engager. D'ailleurs, la preuve en est quand on a lancé notre conseil des aînés, on a eu plus de 50 candidatures. Donc, on a eu largement des candidatures féminines et masculines. D'ailleurs, on a une égalité. On a 20 personnes qui ont été retenues, 10 hommes et 10 femmes. Donc voilà, oui, il ne faut pas hésiter à se lancer. Oui, il faut oser. Et alors, la dernière question, c'était vraiment la question un petit peu phare de l'émission, mais c'est vous, si vous aviez la possibilité de proposer une mesure qui permette d'encourager les femmes à prendre plus de place dans le débat public, ce serait quoi cette mesure? Alors, c'est vrai qu'assez basiquement, je dirais l'égalité salariale, parce que finalement, c'est pas du tout anecdotique. D'accord. Je pense que c'est très important. Comme il y a eu la parité initialement, qui peut paraître des fois artificielle, et on se dit finalement, pourquoi avoir besoin d'une loi? À la fois, on se dit que s'il n'y avait pas eu, par exemple, cette loi sur la parité, il faut pas se leurrer, on nous aurait pas ouvert grand la porte. Voilà, en politique notamment. Oui, en politique, ça c'est clair que les hommes, ça a été une contrainte. Et finalement, j'aime beaucoup, je l'utilise souvent aussi, la phrase d'un de mes professeurs à la fac qui disait faire d'une contrainte une opportunité. Et c'est ça finalement, comment la contrainte, elle peut générer l'opportunité. Et par rapport à mon rôle de mère, moi j'essaie vraiment aussi d'insuffler aussi le fait que, voilà, quel que soit le poste qu'on occupe, on peut être une femme ou un homme. Par exemple, dans ma police municipale, dans ma brigade de nuit, j'ai aussi une femme. D'ailleurs, c'est la responsable de la brigade de nuit, tout comme la journée, la responsable de la brigade de jour est une femme.
Et c'est pas parce que c'est une femme que c'est la responsable, c'est parce que c'est elle qui avait les compétences pour. Oui, c'est un bel exemple. Voilà. Très bien, écoutez, on arrive au terme de ce Café des Lionnes. C'est très rapide. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci Alexandra, j'étais ravie. Et ravie également. Et puis, j'espère à bientôt pour de prochaines aventures avec l'équipe des Lionnes. Voilà. Et puis, bien, quant à nous, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci et très belle année à toutes. Et engagez-vous.